Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. La cérémonie de signature officielle de convention de gestion déléguée de la Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN SA s'est déroulée ce matin. Une cérémonie présidée par le ministre de l'Économie et des Finances et sa collègue du numérique et de la digitalisation. Les travaux de construction du pipeline Export Niger-Bénin ont été lancés ce jeudi. Un projet qui vise l'exploitation du pétrole brut du Niger vers le Bénin. Les détails dans cette édition. Et puis le cessez-le-feu est conclu entre Israël et Hamas dans la nuit de ce jeudi. Une cessation des hostilités à l'initiative de l'Égypte chargée de veiller au respect de la trêve des deux côtés. Bienvenue à toutes et à tous. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, ministre du Numérique et de la Digitalisation, a coprésidé ce vendredi 21 mai avec son collègue de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï, la cérémonie de signature officielle de convention de gestion déléguée de la Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN SA. L'objectif est de faire de la SBIN un opérateur de services fixes et mobiles majeur au Bénin et de la sous-région. Le point avec François Cano-Mbederinto et Romaric Devouchi. Cérémonie de signature officielle ce vendredi 21 mai de la convention de gestion déléguée de la Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN SA par le groupe Sonatel. Co-présidé par la ministre du Numérique et de la Digitalisation Aurélie Adam Soulé-Zoumarou et son collègue en charge de l'économie et des finances Romuald Wadaï, cet acte vient confirmer l'ambition du gouvernement de faire de la SBIN un opérateur de services fixes et mobiles majeur au Bénin et ultérieurement dans la sous-région, d'où il est important pour la ministre que les membres du conseil d'administration soient conscients des responsabilités qui sont désormais les leurs. Cette ambition que le gouvernement a va se traduire aussi dans l'exigence ou les exigences que nous aurons vis-à-vis des organes de gouvernance de la SBIN. Et il est important que dans l'accompagnement de la direction générale par le conseil d'administration, vous ayez toujours en tête ces exigences parce que nous comptons sur vous. C'est vous qui serez avec la direction générale pour pouvoir orienter la directrice générale, donner en fait, prendre les décisions relatives à la gestion de la société et à l'administration donc de la société, et également pouvoir vous assurer que effectivement en termes de gouvernance nous sommes dans la bonne ligne. Vous savez d'où nous venons au niveau des opérateurs publics, ce qui a conduit le gouvernement à faire cette liquidation qui ensuite a donné naissance à la SBIN. Donc je veux, mesdames et messieurs les administrateurs, vous dire combien votre responsabilité est grande dans le cadre de l'administration de cette de cette structure. Serge Adjovi, représentant de la présidence au sein du conseil d'administration de la SBIN, au nom des autres membres, affirme que le conseil d'administration est bien conscient des enjeux qu'il aura à faire face désormais. Nous avons compris les enjeux, nous sommes engagés, nous sommes déterminés à la réussite de cette mission. Bien entendu, nous allons, comme vous le suggérer, faire appel au comité de suivi lorsque nécessaire, au gouvernement lorsque nécessaire, et tout ceci naturellement sous votre leadership en tant que ministre de tutelle, ministre du numérique et de la digitalisation. Pour rappel, c'est le 24 mars 2021 que le gouvernement de la République du Bénin a autorisé en Conseil des ministres la gestion déléguée de la SBIN par le groupe Sonatel. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur numérique. Il est prévu qu'à travers la gestion déléguée, le groupe Sonatel déploie son savoir-faire technique et commercial et son expérience de gestion d'entreprises publiques de télécommunications et d'infrastructures numériques pour l'accélération de l'opérationnalisation et de l'efficacité de la SBIN.
Les travaux de construction du pipeline Export Niger-Bénin ont été lancés ce jeudi à Semek-Moudji, un projet qui vise l'exportation du pétrole brut du Niger vers le terminal du port de Sémé au Bénin. Carole Olaye et Denis Marouya. Long de 1980 km, dont 685 km au Bénin, la construction du pipeline Export Bénin-Niger sera bientôt une réalité. Cet ouvrage, qui viendra relier le site d'extraction de l'or noir d'Agadem au port de Sémé, sera composé entre autres de 2 stations de pompage à Gogounou et Tchaourou et d'une station terminale à Semek-Moudji, lieu abritant le lancement officiel des travaux auxquels on prépare les ministres béninois et nigériens en charge des mines et le ministre d'État béninois en charge du plan. Ce pipeline est actuellement le plus long en Afrique et va certainement contribuer à la révélation de notre beau pays, le Bénin, à l'industrie pétrolière internationale. Durant la phase de construction, le projet générera environ 3000 emplois, dont 2308 emplois directs avec WAPCO Bénin et son principal contractant, et plus de 700 avec les sous-contractants, à savoir les transporteurs, les fournisseurs d'intrants et autres services. Au terme des travaux et pour la phase d'exploitation, 300 emplois permanents seront créés. Pour la phase des travaux, le gouvernement béninois, en collaboration avec la société WAPCO Bénin, a lancé via une plateforme spéciale dédiée la procédure de recrutement de plus de 2308 travailleurs pour exécuter les travaux du futur chantier. Le projet traduit donc notre vision de faire du Bénin une plateforme énergétique et renforcer donc l'engagement de notre gouvernement à soutenir et accompagner WAPCO Bénin dans le respect des dispositions de l'accord de gouvernement. Le financement des travaux sera assuré par la compagnie chinoise représentée par sa filiale WAPECO Bénin et est estimé à 608 milliards de francs CFA, un partenariat qui vient renforcer la coopération sino-béninoise. Xi Jinping et le président Talon lors de leur rencontre au sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine en 2018. La Chine est toujours prête à accompagner le Bénin dans son développement et son redressement. Le projet d'aujourd'hui constitue un des fruits de cette coopération fructueuse. Ce projet, qui vise l'exportation du pétrole brut du Niger vers le terminal du port de Sémé au Bénin, sera également bénéfique pour le Niger à travers l'accroissement de la production journalière du nombre de barils. Vous le savez, le nouveau médiateur de la République a pris officiellement fonction mercredi dernier, une institution créée sur initiative de l'ancien président de la République, Thomas Boni Yayi. Et pourtant, peu de Béninois maîtrisent le rôle du médiateur et de son utilité. Juriste de formation, Raimat Djibril évoque les prérogatives de l'institution et son importance. Le médiateur, son rôle est indéniable au cœur de la République. Il a un rôle, je dirais, de justice sociale en général. C'est l'homme, c'est une autorité indépendante qui ne reçoit aucune instruction des politiques, des parlementaires et même des judiciaires. Donc c'est celui-là qui est au cœur des problèmes et des crises sociales et qui tente d'apporter des solutions idoines afin que les partis se retrouvent et que les uns et les autres, les citoyens, se sentent valorisés, se sentent restaurés dans leurs droits en général. Le médiateur a autour de lui un comité de travail. Il a un directeur de cabinet, il a des attachés à la communication. Il a un staff autour de lui qui travaille à ses côtés pour essayer de faire des études de cas par rapport aux différents dossiers auxquels l'institution est saisie. Nous sommes dans un contexte où nous avons plus que jamais besoin de cette institution. Et le nouveau médiateur qui s'installe, je crois qu'il prendra conscience de ce déficit que le Bénin, que les Béninois, l'ensemble des citoyens ont de l'apport réel que
le médiateur ou la médiation doit apporter au cœur des différentes crises que nous avons. Nous avons plus que jamais besoin de cette institution aujourd'hui. Et je pense qu'il prendra conscience, le médiateur avec toute son équipe pourra travailler d'arrache-pied afin d'apporter ce souffle nouveau que nous attendons au sein de notre République aujourd'hui. Parce que c'est une institution, ne l'occultons pas, qui est restauratrice des droits et de l'enracinement de la paix sociale et donc de l'état de droit en général. L'actualité hors du continent à présent, le cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas dans la nuit de ce jeudi, une cessation des hostilités à l'initiative de l'Égypte chargée de veiller au respect de la trêve des deux côtés après 11 jours de conflit armé. Les tractations diplomatiques se sont intensifiées ces dernières heures. Plus de 230 Palestiniens et une douzaine d'Israéliens sont morts. Les détails avec nos confrères de RT France. Pour la première fois depuis plus de 10 jours, missiles et roquettes cessent leurs envolées vers les camps adverses. Une trêve particulièrement espérée par la communauté internationale à la vue des innombrables bombardements mutuels entre les deux belligérants. C'est désormais officiel. Après d'intenses tractations diplomatiques en coulisses, Israël et le mouvement palestinien Hamas se sont entendus hier soir sur un cessez-le-feu sous médiation égyptienne, entré en vigueur dans la nuit. Le cabinet de sécurité a accepté ce soir à l'unanimité la recommandation de tous les responsables de la sécurité, du chef d'état-major de l'armée de défense d'Israël, du chef de l'ISA, du chef du Mossad et du chef du Conseil de sécurité nationale, d'accepter l'initiative égyptienne d'un cessez-le-feu mutuel sans condition préalable. Nous avons été informés par les frères égyptiens qu'un accord avait été conclu pour un cessez-le-feu bilatéral et simultané dans la bande de Gaza à partir de 2 h du matin. La résistance palestinienne respectera cet accord aussi longtemps que l'occupation le respectera. L'Égypte, qui entretient à la fois des relations avec le Hamas et Tel Aviv, a joué un rôle majeur dans l'aboutissement de ces négociations. Permettez-moi de partager avec vous le fait que les efforts déployés par l'Égypte et les autres parties ont porté leurs fruits avec un cessez-le-feu très prochainement. Nous espérons qu'il durera. Toute vie que nous pouvons sauver mérite d'être sauvée grâce à tous les efforts que nous déployons. Pour le président américain Joe Biden, ce cessez-le-feu représente une réelle opportunité de paix au Proche-Orient. Je suis convaincu que les Palestiniens et les Israéliens méritent tout autant de vivre en sécurité et de jouir d'un même niveau de liberté, de prospérité et de démocratie. Mon administration poursuivra notre diplomatie discrète et infatigable pour aller vers cet objectif. Je suis convaincu que nous avons une vraie opportunité d'avancer et je m'engage à travailler en cette direction. Dans les rues de Gaza, le soulagement et les scènes de liesse prédominent après presque 2 semaines d'une vie extrêmement éprouvante. Reste désormais à voir si cet accord sera respecté sur la durée, un point sur lequel a déjà insisté l'ONU, appelant les parties concernées à faire preuve de responsabilité. Et parlant de trêve, la paix est revenue également entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Après 6 mois de conflit entre les deux nations qui a fait plus de 6 000 morts, un premier pas vers la paix vient d'être franchi. Moscou a été un maillon essentiel de cette réconciliation. Automne 2020, les habitants du Haut-Karabakh déplorent les dégâts d'une guerre qui a fait 6 000 morts. 6 mois après la fin des combats et une défaite militaire de l'Arménie face à l'Azerbaïdjan, un premier pas pour la paix entre les deux nations a été effectué. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev s'est dit prêt pour des pourparlers avec Erevan. J'ai dit à plusieurs reprises que nous étions prêts à commencer à travailler sur un accord de paix avec l'Arménie, afin de mettre fin à la guerre, afin de minimiser ou d'éliminer tout risque d'affrontement militaire potentiel. Nous avons besoin d'un accord de paix. Nous avons besoin d'une délimitation de la frontière avec l'Arménie. Tout cela nécessite des efforts conjoints. Nous ne pouvons pas le faire unilatéralement. Bakou prône l'apaisement au Haut-Karabakh, région séparatiste arménienne en territoire azerbaïdjanais, au cœur d'un conflit entre les deux nations. L'Arménie, de son côté, annonce la préparation d'un accord avec l'Azerbaïdjan, soutenu par la Russie. Les décisions sur lesquelles un accord de principe a été conclu avec nos partenaires internationaux
sont à 100% conformes aux intérêts de l'Arménie. Nous signerons ce document dans le cas où l'Azerbaïdjan respectera ce qui a été convenu. Malgré un cessez-le-feu signé sous l'égide de Moscou et le déploiement de 2000 soldats de maintien de la paix russe, les tensions ont persisté dans la région. La semaine dernière, l'Arménie accusait l'armée azerbaïdjanaise d'avoir violé la frontière dans le but de contrôler des territoires que se partagent les deux pays. Des accusations rejetées par Bakou. La voie diplomatique semble dorénavant privilégiée pour rétablir les relations entre les deux pays. Moscou, acteur majeur dans la résolution du conflit au Haut-Karabakh, a proposé de prendre part à une commission conjointe en tant que médiateur. Et puis les eurodéputés et les 27 États membres de l'Union européenne ont trouvé tard dans la nuit de ce jeudi à Bruxelles un accord sur le pass sanitaire continental. Ce certificat européen Covid numérique controversé devrait entrer en vigueur le 1er juillet prochain. Érigé en sésame, le passeport vaccinal fait l'objet de nombreux débats et l'Union européenne ne fait pas exception. La Commission a dévoilé son projet de certificat numérique en mars dernier. Gratuit, ce certificat prendrait la forme d'un document doté d'un QR code à présenter lors des contrôles dans les pays membres, quel que soit le moyen de transport utilisé. Le 29 avril, le Parlement européen s'est déjà prononcé en faveur du dispositif, mais c'est à présent aux États membres du Conseil européen qu'il revient de ratifier le projet. Avec la multiplication des initiatives nationales en termes de passe sanitaire, l'enjeu est bien d'éviter une véritable cacophonie européenne. De nombreux États membres ont lancé ou prévoient de lancer des initiatives visant à délivrer des certificats de vaccination. Toutefois, pour que ces certificats puissent être utilisés de manière efficace dans un contexte transfrontière lorsque les citoyens exercent leur droit à la libre circulation, ces certificats de vaccination doivent être pleinement interopérables, compatibles, sûrs et vérifiables. Une approche adoptée d'un commun accord entre les États membres est nécessaire pour ce qui est du contenu, du format, des principes, des normes techniques et du niveau de protection de ces certificats. Si cet outil visera surtout à faciliter la vie des Européens, selon la Commission, il ne parvient pas encore à convaincre la totalité des États membres. Les pays du Sud, dépendants du tourisme comme la Grèce, se sont montrés parmi les premiers favorables à sa mise en place, mais d'autres se montrent plus réticents. Parmi les sujets d'inquiétude, la protection des données des utilisateurs ou encore l'aspect discriminatoire du certificat. Valable uniquement pour les 4 vaccins autorisés par l'Agence européenne des médicaments, il exclurait ainsi les citoyens de pays comme la Hongrie, la Slovaquie ou la Pologne, qui ont reçu des doses de Sinopharm, le sérum chinois ou de Sputnik V, le vaccin russe qui n'a toujours pas été autorisé au niveau européen. L'Agence européenne des médicaments, qui procède à l'enregistrement de tous les médicaments, retarde l'enregistrement de Sputnik V. Je ne veux pas blâmer les experts et spécialistes de l'Agence européenne des médicaments, mais nous savons avec certitude que ce retard est dû à des signaux que leur donnent des personnes haut placées de l'Union européenne. Quoi qu'il en soit, les États membres restent souverains dans la gestion de leurs frontières intérieures. Ils pourront donc définir d'autres contours et usages à ce document. La Commission, elle, espère aboutir à un accord avant la saison touristique estivale d'ici fin juin. Si cette preuve de vaccination standardisée réussissait à voir le jour, Bruxelles devra encore toutefois se confronter à une autre problématique, celle d'éviter les fraudes et le développement d'un marché noir à l'échelle européenne. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.